Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Panaméricaine, le podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui porte sur les travaux en sciences sociales sur les Amériques. À contre-courant de la tendance politique actuelle, incarnée par la récente élection de Donald Trump aux États-Unis, dont le président argentin Javier Milei est un fervent soutien, le code de la route en usage sur la Panaméricaine vous encourage à serrer à gauche. Ce nouvel épisode est justement consacré à différents courants idéologiques situés à gauche de l'échiquier politique, ainsi qu'à leurs allers-retours de part et d'autre de l'Atlantique. Comment circulent et ont circulé ces idées politiques ? Quels sont les individus qui les ont portées ? Pour le savoir, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Cristóbal Hernández et David Copello. Cristóbal Hernández est doctorant en histoire contemporaine en co-tutelle avec l'EHESS et l'Université du Chili. Sa thèse, réalisée sous la codirection de Clément Thibault et Gabriel Hentin, est intitulée « Les utopies andines, le républicanisme face au premier socialisme dans le Pacifique sud-américain, circulation et réseaux intellectuels transnationaux, 19e siècle ». David Copello est maître de conférences en sociologie politique à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé au CREDA. Sa thèse, soutenue en 2017, est intitulée « L'usage politique des droits de l'homme », trajectoire militante et répertoire discursif des nouvelles gauches argentines 1971-2012. Il travaille actuellement sur les circulations d'idées politiques entre l'Amérique latine et l'Europe dans les gauches radicales contemporaines. Alors bonjour David et bonjour Cristóbal, merci d'être présent ici pour cet épisode de la Panaméricaine. Notre première question, assez traditionnelle, c'est de savoir en fait comment vous en êtes venu à travailler sur vos sujets de recherche et pourquoi aussi avoir choisi de travailler sur l'Amérique latine. Cristóbal, tout d'abord, comment est-ce que tu en es venu toi à travailler sur l'Amérique du Sud et sur les gauches au 19e siècle ? Bonjour, merci pour l'invitation Antoine et Marie. Et bon, moi j'ai fait mes études de licence et du master en histoire à l'Université catholique du Chili, et du coup je suis chilien, donc ça me semblait évident de rester dans un territoire que je connais déjà bien. Et j'ai fait mon mémoire de master sur l'histoire de l'exil des Chiliens dans la ville de Lima au Pérou au milieu du 19e siècle. Il s'agit des deux vagues d'exilés qui sont partis suite à une révolution et à une guerre civile en 1851 au Chili entre les libéraux et les conservateurs. Et donc, il y a deux vagues de Chiliens qui sont allés au Pérou. Et c'est à partir de cette histoire que j'ai vu qu'il y avait une possibilité de faire une histoire connectée entre les deux pays. Et quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que l'histoire entre les deux pays a été marqué surtout par la guerre du Pacifique à la fin du 19e siècle, quelque chose qui, d'une certaine façon, reste encore très présent dans l'historiographie des deux pays. Et donc, je voulais travailler sans être dans la guerre du Pacifique, mais en cherchant la manière de connecter les deux pays, sans le trauma de la guerre. Et donc... La guerre du Pacifique, juste pour préciser, donc c'est cette guerre entre le Chili contre le Pérou et la Bolivie. Et la Bolivie, ouais. C'est là où la Bolivie va perdre son accès à la mer. Exactement. Le Chili, il va annexer une partie du sud du Pérou aussi. L'armée chilienne, il va arriver jusqu'à la ville de Lima, en fait. Il va l'occuper pendant quelques années. Et donc c'est déjà très traumatique, surtout pour l'historiographie péruvienne. Et donc, dans mon master, j'ai vu qu'il y avait déjà cette possibilité de faire une histoire connectée. Et comme c'était le moment autour des révolutions de 1848, j'ai vu qu'il y avait tout un langage politique centré sur la question du socialisme. Et surtout sur la question du socialisme qu'on dit utopique. Peut-être que l'histoire du socialisme utopique est assez connue en France. Ce sont des doctrines, des idéologies qui ont apparu dans les années 20, dans les années 30 du 19e siècle,
c'est-à-dire que c'était surtout une réponse intellectuelle et politique aux conséquences de la révolution, des révolutions de la fin du XVIIIe siècle et de la révolution industrielle. Et donc dans cette histoire du socialisme utopique, on trouve différents personnages qui ont fait ses propres mouvements et qui ont participé de la vie politique en France. Et tu commences avec Saint-Simon et les Saint-Simoniens qui avaient une idée autour de l'association industrielle et comment l'industrie et le progrès matériel pourraient aider à la recomposition des liens sociaux coupés à cause de la Révolution. Après, on a aussi le cas de Charles Fourier qui a fait toute une théorie autour de l'idée de l'harmonie sociale entre l'homme et la nature, centrée sur cette idée de l'établissement de phalanstères, ce qu'il appelait des phalanstères, que c'était des bâtiments, en sorte de palais, où chaque personne avait un peu sa place. Et tout vivait ensemble de manière harmonieuse. Et donc, il y a aussi le cas qui m'intéresse beaucoup de Félicité de Lamennais. C'était un prêtre catholique et qui a été excommunié de l'Église catholique à cause de ses idées. Et c'était peut-être le personnage le plus, qui a circulé le plus dans la littérature en Amérique latine à cette époque-là. Donc c'était juste pour montrer 3 exemples de cette répertoire des doctrines socialistes françaises, et que pour le cas de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, ce sont des histoires, des projets utopiques qui ne sont pas assez connus en fait. On trouve des travaux à partir des années 90 qui ont un peu cartographié l'histoire des expériences utopiques en Amérique latine, surtout dans l'Argentine, au Mexique. Mais pour le cas du Chili et le Pérou, c'était une histoire encore peu connue. Merci à Cristobal. Et toi, David, donc, tu travailles plus sur le XXe siècle, fin du XXe siècle. Ouais. Comment est-ce que tu en es arrivé aussi à Alors, déjà, merci pour l'invitation. Et je suis ravi d'être ici. Donc moi, peut-être je recommence par ma formation comme Cristobal au départ. Moi j'ai fait Sciences Po au départ, donc une formation un peu interdisciplinaire où il y a un peu de sciences politiques, un peu d'histoire, un peu de sociologie, un peu d'économie. Et en master, j'avais fait une spécialisation en théorie politique. Et je m'intéressais déjà à l'Amérique latine. Bon, voilà, je suis moi-même latino-américain, j'avais fait des séjours en Amérique latine, etc. Et je voulais travailler sur l'Argentine depuis une perspective de théorie politique. Donc j'ai commencé à travailler sur la dictature militaire argentine, la dernière, celle qui a lieu entre 1976 et 1983. Et je tâtonnais un peu, je me cherchais un peu, voilà, quelle manière d'aborder l'étude des idées politiques, mais avec un regard vraiment ancré sur la réalité sociale et politique, et pas, disons, de manière très philosophique d'analyser les idées. Et donc en tâtonnant un peu, j'ai fini par construire un projet de thèse autour des mobilisations pour les droits humains qui ont émergé dans les années 70-80 en Argentine, et plus particulièrement sur la manière dont d'anciens militants intellectuels issus des guérillas des années 60-70 s'étaient reconvertis dans la défense des droits humains à partir de la décennie suivante, à partir des années 70-80. Et donc ce basculement, ce que je voyais dans une première approche de la littérature qui existait à ce moment-là, je voyais qu'il était souvent analysé comme une forme de renoncement. Donc les militants qui avaient rêvé de faire la révolution y renonçaient pour devenir des militants pour les droits humains, donc beaucoup plus centristes on pourrait dire, ou moins politisés. Ça c'était un peu l'historiographie qui prédominait, je dirais, sur l'histoire de cette trajectoire politique. Et moi ce qui m'intéressait c'était de voir les continuités de ces anciens révolutionnaires qui étaient devenus des défenseurs des droits humains, mais qui malgré tout étaient quelque part restés des révolutionnaires, ou qui en tout cas essayaient de le rester. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était la manière dont ils réarticulaient un peu leur discours, leur langage politique, en le réinsérant dans un nouvel univers discursif qui était celui des droits humains, mais en maintenant certaines continuités. Donc au départ, il n'y avait pas tellement la question des circulations transnationales que Cristobal a déjà commencé un peu à aborder. Enfin, c'était pas au cœur de ma démarche, mais progressivement, c'est quelque chose qui a commencé déjà à apparaître dans l'étude, parce que forcément, les militants que j'ai étudiés
pour beaucoup, ont été exilés pendant pas mal d'années au tournant des années 70-80. Donc la question des relations qu'ils établissent avec d'autres groupes, d'autres militants, d'autres intellectuels, soit au Mexique, soit en Espagne et en France, a commencé à prendre un petit peu d'importance. Donc ça, c'était lié à l'objet. Et puis il y avait une dimension aussi plus de socialisation scientifique. Moi, j'ai travaillé pas mal autour de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, où notamment, je pense en histoire, il y a une dimension du transnational qui a été très présente, en tout cas c'est comme ça que je l'avais perçu au moment de ma thèse, et donc je me suis quand même beaucoup... Enfin, ça m'a imbibé, je dirais, et donc ça m'a conduit un peu à reprendre certains matériaux qu'il y avait dans la thèse pour plus m'intéresser aux dimensions de circulation transnationale et dans quelle mesure elles contribuaient à l'hybridation des idées politiques. Il y a eu ça, et puis après, il y a eu, après la thèse que j'ai soutenue en 2017, un peu une réorientation de mes recherches, plus sur des questions contemporaines, des liens entre les gauches européennes et latino-américaines aujourd'hui en fait, mais dans la continuité de cet intérêt pour à la fois les transformations et les continuités des idées politiques de gauche, inscrites dans un cadre transnational. Merci pour cette introduction à vos sujets respectifs et à la présentation de vos parcours. Maintenant, deuxième question qui devient presque aussi traditionnelle dans la panaméricaine, c'est de vous demander comment concrètement vous travaillez sur vos sujets respectifs, c'est-à-dire quelles sources vous mobilisez, vos méthodologies d'enquête, et en l'occurrence, comment faites-vous pour reconstruire ces trajectoires militantes ou utopiques. Christophe, je t'en prie. Si je peux préciser un peu le fait de l'utilisation du mot utopique, c'est un mot qui a une charge très importante dans l'histoire du socialisme. En fait, le socialisme se divise à partir de la publication des premiers travaux de Karl Marx, où ils disent que tous les socialismes qu'il y avait avant, et c'était en fait des utopistes, avec le but de discréditer tout ce qu'il y avait avant lui, avant l'invention, disons, de marxisme ou de socialisme dit scientifique. Mais en fait, les gens, avant Marx, ils ne s'appelaient pas utopistes, ils pensaient vraiment qu'ils étaient en train de faire des réformes sociales pour penser la société de l'avenir. Donc il y avait tout un esprit qui était très lié à la nature, à la connaissance scientifique, surtout dans le cas de Charles Fourier, même de Saint-Simon. Et donc déjà cette idée de l'utopisme, j'essaie de ne pas l'utiliser dans ma recherche, dans ma thèse, et il y a d'autres mots que les chercheurs ont commencé à utiliser. Par exemple, il y a des gens qui parlent de socialisme romantique pour faire un peu le lien avec la littérature romantique à cette époque-là, très marquée par le fait d'essayer de décrire la condition des classes populaires. Et donc, j'utilise les deux, soit utopique, soit romantique, de manière un peu libre, mais en tout, c'est important de le préciser parce que ça revient aussi dans la méthodologie que j'utilise. Je crois que, je ne sais pas si David va être d'accord, mais je crois que les idées, elles ne circulent pas vraiment. En fait, ce sont des abstractions qu'on fait, mais les idées, elles sont toujours attachées à quelque chose de matériel, soit un personnage, soit un livre, une publication, la presse. C'est-à-dire, c'est ça la manière où on peut vraiment trouver la manière comment les idées, les concepts ou le langage a été mobilisé et utilisé. Et c'est à partir de cette précision méthodologique et théorique que je me suis centré dans ma recherche, dans la reconstruction de certains débats, mais aussi des trajectoires individuelles des gens qui ont orbité les doctrines socialistes à cette époque-là, parce que peut-être qu'ils sont venus en France et que c'était très courant à l'époque, ou parce qu'ils étaient au Chili ou au Pérou et ils ont trouvé un livre, je sais pas, une traduction ou l'insertion des doctrines dans la presse socialiste qui les ont amenés un peu à réfléchir sur la condition des classes populaires, mais aussi sur l'organisation de la société en Amérique latine. Mais aussi, il y avait des gens en particulier qui sont venus et qui, d'une certaine façon, ont circulé dans les milieux socialistes français surtout. Et
il y a un côté très français dans ma recherche, donc ça me permettra de passer un peu de l'histoire transatlantique à l'histoire transnationale entre les deux pays que je travaille. Et donc la reconstruction des trajectoires vient toujours avec la recherche dans des documents éparpillés. Il y a des archives sur ces personnages, mais aussi des données qu'on peut trouver un peu dans la presse ou voilà, un peu, il faut imaginer comment on fait un archive du premier socialisme en Amérique latine, même s'il n'y a pas vraiment un fonds d'archives. Et c'est ça le défi méthodologique que je trouve vraiment, c'est la reconstruction des trajectoires à partir de différentes sources différentes. Merci Cristobal. Toi David, est-ce que tu as aussi vu des défis aussi méthodologiques au niveau de comment conceptualiser tes acteurs, ta recherche? Ouais, mais je crois que tous les deux on partage un peu un questionnement autour de comment on fait de l'histoire des idées politiques en fait, et à partir de quoi, enfin que sont les idées et comment on les objective, comment elles se matérialisent. Je pense qu'au départ, quand je formulais mon sujet, je le formulais dans une manière très traditionnelle de voir l'histoire des idées. Je pensais que j'allais étudier un peu des doctrines, des traités un peu théoriques. Donc le marxisme occupait une place assez importante aussi au départ, notamment la critique des droits de l'homme présente chez Karl Marx, qui est un de ses textes un peu emblématiques de ses textes de jeunesse. Et donc finalement ce que je pensais chercher et peut-être trouver, c'était une discussion de ces thèses-là dans des textes de type traité théorique en Argentine, au sein des intellectuels de gauche. Et en fait, il n'y avait pas tellement ça. Donc finalement, le matériau n'était pas là. Et en parallèle, j'ai un peu découvert tout un courant qui se développait à l'époque, au croisement de l'histoire et de la science politique, qui s'appelle l'histoire sociale des idées politiques, et qui étudie un peu les idées et leurs évolutions à partir de types de matériaux différents et de types de questions plus sociologiques aussi différentes. Et donc qui laisse un tout petit peu de côté peut-être l'étude des traités au sens le plus classique et des grands auteurs, et qui va s'intéresser à des choses moins nobles, on va dire, telles que des revues militantes, les tracts, etc., etc. Et donc finalement ma recherche, ça a beaucoup consisté à retracer des trajectoires intellectuelles à travers des publications justement dans des revues intellectuelles militantes, qui, comme dans le cas de Cristobal, sont souvent des revues un peu éphémères. Donc c'est difficile de reconstituer des séries avec des corpus conséquents sur de nombreuses années. Il faut penser aussi que la période que j'étudiais au départ, les années 70-80, c'est une période de répression politique très forte, donc ça impacte très fortement sur la manière dont sont produites et circulent les idées politiques, forcément. Donc il y a eu une dimension un peu d'archives, parce qu'il y a quand même des archives, il y a des centres d'archives qui sont importants en Argentine, notamment un où j'ai passé beaucoup de temps qui s'appelle le CEDINCI, le Centro de Estudio e Investigación sobre las Culturas de Izquierdas, qui est dirigé par un historien qui s'appelle Horacio Talcus, qui est un historien important en Amérique latine sur les gauches depuis le 19e siècle. Et puis j'ai aussi passé pas mal de temps à faire des entretiens en fait avec des acteurs qui avaient été centraux pour mon sujet, qui étaient encore vivants. Il y en a quelques-uns qui sont décédés depuis, d'autres qui sont encore là. Donc des entretiens biographiques qui m'ont pas mal aidé à contextualiser un certain nombre de choses, et qui m'ont aussi permis de m'introduire dans un milieu d'interconnaissance et d'accéder à d'autres types d'archives, soit des revues du même type mais qui n'étaient pas conservées dans des fonds d'archives, soit de la documentation type correspondance, tract, que pour certains des enquêtés, ils avaient gardé, disons, de manière assez... alors plus ou moins classifiée, justement, c'était intéressant aussi de voir comment étaient classées les choses et quel rapport ils entretenaient eux-mêmes avec leur propre trajectoire biographique, militante, etc. Donc il y avait un peu une dimension archive hémérothèque, une dimension plus enquête qualitative avec des entretiens qui elles-mêmes permettaient d'accéder et de produire en fait des nouvelles sources écrites. Et la thèse tournait beaucoup autour de tout ça. Et c'est vrai que dans l'après-thèse, comme je me suis... j'ai un petit peu changé d'objet. Maintenant, je travaille beaucoup autour des partis Podemos et la France Insoumise et leur rapport à l'Amérique latine. Donc la focale a quand même beaucoup changé. Donc il y a ce même rapport à l'écrit. Il y a aussi la possibilité de faire des entretiens biographiques pour étudier notamment la manière dont certains acteurs politiques ont voyagé en Amérique latine, qu'est-ce que ça a fait dans leur trajectoire politique, dans quelle mesure, et ça c'est difficile souvent à objectiver, ça a changé leurs idées politiques, pour le dire très basiquement. Donc il y a ça, et puis il y a une dimension un peu plus statistique aussi qui est apparue dans ma recherche au cours des dernières années, et notamment j'essaie d'objectiver dans les trajectoires, par exemple chez les cadres de Podemos, qui est allé en Amérique latine, combien de temps, quelle place ça occupe dans les instances dirigeantes du parti, et comment ça évolue dans le parti au fil du temps. Notamment une des choses que je trouve, c'est que en 2014 par exemple, Podemos, quand c'est créé, c'est un parti un peu d'outsider.
où il y a une large majorité des membres des instances dirigeantes du parti qui ont passé beaucoup de temps en Amérique latine. Et si on regarde les chiffres depuis 2021, depuis la dernière fois où ont été renouvelées les instances dirigeantes en interne, ces gens-là ont quasiment disparu en fait. Et donc il y a une forme de peut-être de refermement sur soi de cette organisation. Bon, tout ça c'est des choses qu'on peut identifier à travers une approche, en l'occurrence de type prosopographique par exemple. Alors on voit bien qu'il y a ces mêmes logiques là, de circulation, de changement à la fois d'espace géographique, mais aussi parfois de milieu, ou en tout cas où les enjeux politiques ne sont pas les mêmes. On aimerait revenir là maintenant sur comment ça se traduit concrètement, en fait, ces déplacements. Est-ce qu'il y a des logiques d'hybridation, c'est-à-dire des changements de vocabulaire, du fait d'inspirations différentes? Enfin, David, toi, comment est-ce que tu pourrais traduire cela, justement cette hybridation de pratiques ou d'usages rhétoriques au sein de tes acteurs? Alors peut-être une première chose que je pourrais évoquer, c'est la manière dont, en Argentine, un point de départ de mon questionnement, c'était qu'il y avait cette particularité en Argentine, il me semblait. Il y avait des groupes de défense des droits humains, type Maire de la Place de Mai, mais aussi toute une myriade d'autres groupes, qui avaient pour particularité d'avoir un discours sur les droits humains qui était très imbibé d'une dimension de revendication révolutionnaire, voire de la lutte armée. Il y a un témoignage très marquant de la dirigeante historique des maires de la Place de Mai, Ebride Bonafini, qui dans les années 2000 disait « Bon, si on crée un musée de la mémoire en Argentine, il faut qu'il y ait des mitrailleuses parce que les disparus, c'était des gens qui voulaient faire une lutte armée, et donc il faut qu'il y ait des mitrailleuses. Si on a un musée sans mitrailleuses sur la mémoire en Argentine, ce musée ne sert à rien. » Donc ça, c'était un témoignage très impactant, et voilà, c'était ça, disons, qui incarnait cette hybridation d'idées. Et la question, c'était comment s'est faite cette hybridation. Et il me semble qu'en fait, une particularité, alors je ne sais pas si c'est une particularité argentine ou plutôt latino-américaine de manière générale, qui a trait à l'histoire de ce qu'on a appelé les nouvelles gauches latino-américaines, très influencées par le marxisme évidemment, mais aussi par les particularités de la révolution cubaine avec la prise du pouvoir par la lutte armée, par la guérilla, et aussi par des formes d'hybridation idéologique qui étaient déjà très présentes, notamment entre marxisme et nationalisme, dans d'autres pays entre marxisme et indianisme, etc., qui avaient un peu détricoté déjà le logiciel orthodoxe du marxisme. Donc il y avait une forme d'appréhension peut-être plus relâchée de l'orthodoxie marxiste, notamment dans son lien avec les droits humains et de manière plus générale, ce qu'on appelle les superstructures politiques, juridiques et idéologiques. Et donc cette relation déjà plus relâchée qui existait dans les années 60-70, à mon sens, a été propice à un certain nombre d'hybridations qui ont fait que cette espèce de mariage entre révolution et droits humains a été possible à ce moment-là, a pu se diffuser et a pu se maintenir dans le temps. Merci. Et toi, Cristobal, est-ce que tu as repéré aussi des hybridations au niveau du vocabulaire est-ce que ça se traduit justement cette circulation de latino-américains qui vont en France ou qui sont inspirés par ces idées socialistes comment ça se traduit dans leur conception? Oui, tout à fait. Il y a aussi une logique d'hybridation, surtout au niveau conceptuel, qui est très claire dans le cas du socialisme utopique. Et il est évident qu'il s'agit d'un contexte très différent de celui qu'on trouve en Amérique du Sud, en Europe et surtout en France. La question de l'industrialisation et croise la réflexion de beaucoup de socialistes. En fait, il y a beaucoup de socialistes qui viennent par exemple de l'école polytechnique. L'école polytechnique avait un lien très important avec les mouvements saint-simoniens, par exemple. Et donc, en Amérique du Sud, la situation est complètement différente. On n'est pas dans un moment où l'industrialisation a vraiment commencé. On est plutôt dans un contexte très agraire,
Et ça change aussi la manière comment les logiques et les doctrines et les répertoires conceptuels peuvent être utilisés ou mobilisés et par les penseurs latino-américains. Il y a aussi, d'un autre côté, une logique d'hybridations qui est plus naturelle, je dirais, que c'est dans le cas de la religion. Parce que la religion, c'était important aussi dans certains mouvements socialistes utopiques. On est en Amérique du Sud où l'Église catholique a une importance très... c'est un peu, je dirais, l'institution, une des institutions les plus importantes à cette époque-là. Et donc la religion, penser la religion à partir d'une logique qui vient du socialisme utopique permettre aussi de faire une hybridation dans certains cas. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Félicité de Lamennais a été tellement important dans le cas chilien et péruvien. Il y a des gens qui ont fait des traductions de certains ouvrages de Lamennais qui ont été faits précisément par parler de peuple, comment le peuple et la religion, c'était le cœur de la nouvelle sociabilité que les socialistes latino-américains voulaient penser. Et donc voilà, il y a un peu cette question de la religion et qui, je le trouve dans certains personnages que je peux mentionner maintenant. Il y a le cas d'un Français qui s'appelait Théodore Berg, qui est allé au Pérou dans les années 60, qui a fait une sorte de communauté avec des populations indigènes dans la Sierra péruvienne, dans une ville qui s'appelle La Merced. Et dans les archives personnelles de Théodore Berg, qui était aussi un socialiste utopique, on trouve vraiment une réflexion autour de ces questions de la religion. Et là, il y a une hybridation parce qu'il parle de la religion des indigènes et comment c'était la vraie religion socialiste, par exemple. Et peut-être plus sur les questions transnationales et la manière dont se construit tout un vocabulaire dans les croisements transatlantiques, il y a plusieurs éléments auxquels j'ai été confronté sur l'étude de ce qu'on a appelé le populisme de gauche notamment, qui a été un thème très discuté, disons dans les années 2010, dans les gauches radicales, on va dire, notamment en France et en Espagne, et qui a un peu co-construit dans les circulations entre l'Amérique latine et l'Europe. Je trouve que c'est un terme qui est intéressant. Alors comment dire, il y a eu autour des années 2010 cette idée en France, en Espagne, que les gauches pouvaient s'inspirer de ce qui avait été fait par un certain nombre de gouvernements des gauches qu'on a dites bolivariennes dans les années 2000, notamment de ce qui avait été fait par le chavisme dans sa première époque au Venezuela. Et ces gouvernements ont été qualifiés à un moment donné d'expériences populistes de gauche. Et c'est intéressant la genèse un peu de cette catégorie, dans la mesure où elle n'est pas évidente, elle n'est pas naturelle. Le chavisme au départ il se définit et il y a beaucoup de manières de le qualifier. Enfin, on en parle beaucoup comme d'une expérience du socialisme du 21e siècle. C'est intéressant parce que ce concept, en fait, il a été en partie coélaboré par Chavez et par un sociologue allemand qui était conseiller de Chavez qui s'appelait Heinz-Dietrich Stephan. Et le concept est un peu tombé en désuétude à un moment donné et a été remplacé par cette idée que les expériences du chavisme ou bolivariennes seraient des expériences de populisme. Notion qui a été popularisée à partir de 2005, je dirais entre 2005 et 2010, par un théoricien argentin qui s'appelait Ernesto Laclau et par sa compagne avec qui il coécrivait des livres qui s'appelait Chantal Mouffe, qui est belge, qui est d'origine belge, mais ils étaient tous les deux basés au Royaume-Uni depuis plusieurs décennies, et donc ils publiaient d'abord en anglais à ce moment-là, leurs textes traduits par la suite en espagnol, plus tard en français, etc. Et cette notion a été en partie réappropriée par un certain nombre de leaders politiques sud-américains. Enfin, je ne sais pas si la notion a été réappropriée, mais en tout cas, Ernesto Laclau est devenu a acquis une espèce de statut de conseiller, plus ou moins avéré dans les faits, de Chavez ou des dirigeants de gauche latino-américaine, ce qui a créé un peu cette espèce de référentiel du populisme de gauche latino-américain des années 2000, qui a ensuite été reprise par les gauches européennes dans un moment un peu de vague de mobilisation autour des mouvements des places, donc le mouvement du 15 mai en Espagne, le mouvement Nuit debout en France. Donc il y a eu tout ce moment un petit peu de mouvement des places qui n'était pas que limité d'ailleurs à la France et à l'Espagne. Il y avait aussi la Turquie, il y avait aussi les révolutions liées au printemps arabe. C'était tout un espèce de maelstrom un peu dans lequel on commençait à être mobilisé des notions telles que le dégagisme en France, telles que cette idée que il est 99% contre les 1%, etc.
Donc tous ces référentiels, ces mots, ces concepts ont été finalement englobés dans cette théorie du populisme de gauche et associés aux expériences de la gauche latino-américaine. Et donc c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a des dirigeants politiques tels que Pablo Iglesias en Espagne avec Podemos, tels que dans une certaine mesure, sans doute un peu moindre, Jean-Luc Mélenchon et une partie de son entourage, qui voient dans l'Amérique latine et dans ses gouvernements un modèle qu'il qualifie à un moment donné de populiste de gauche, qui pourrait être appliqué en France et en Espagne, parce que la France et l'Espagne, du fait des réformes néolibérales entreprises depuis les années 90, ressembleraient de plus en plus aux pays latino-américains. Il y a cette idée de latino-américanisation de l'Europe, avec un secteur de l'économie informelle qui devient de plus en plus important, la précarité, etc., etc. Et donc voilà, il y a cette idée que le populisme de gauche, dont on pense que c'est ça qui définit ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 2000, peut ensuite être appliqué en France, ce qui amène aussi à un certain nombre de transformations du discours politique des gauches en Europe, notamment avec l'abandon ou la mise en retrait d'un certain nombre de symboles classiques, tels que le drapeau rouge, tels que la chanson internationale, qui vont être remplacés dans les meetings de la France insoumise par la Marseillaise, le drapeau républicain en Espagne, qui est un emblème classique de la gauche espagnole, va être un petit peu laissé de côté pendant quelques années, en tout cas pendant toute cette période où, en gros, l'idée que le populisme de gauche c'est la solution va être à la mode, ce qui est plus tellement le cas aujourd'hui. C'est intéressant l'apparition de certaines notions dans un moment donné, je les vois aussi dans le cas du socialisme au XIXe siècle. En fait, le mot socialisme apparaît en France, en français, dans les années 30 du XIXe siècle. C'est Pierre Leroux, un politicien, un intellectuel français qui réclame la paternité de ces mots dans un article qu'il a publié dans un revue qui s'appelait la Revue encyclopédique en 1834, si je ne me trompe pas. Là, c'est la première fois qu'on trouve en français le mot socialisme. Et donc, c'est intéressant de tracer un peu comment ces mots après apparaît aussi dans la presse en Amérique latine, et c'était pas vraiment clair qu'est-ce que ça voulait dire ces mots. Après on trouve aussi un phénomène similaire avec le concept de communisme aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être communiste dans les années 40 du 19e siècle? Pour continuer ce que je disais tout à l'heure sur le catholicisme, la religion, je trouve beaucoup de références sur le socialisme comme une sorte de religion, de nouvelle religion. Et il y a des références même à Jésus comme la personne qui incarne les valeurs du socialisme à cette époque-là. Et c'est quelque chose qu'on va trouver aussi après dans le XXe siècle avec la théologie de la révélation. Mais c'est intéressant de voir comment il y a déjà une réflexion qui est dans les sources. Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no sueltes la bandera ni olvides la Lolay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Ça serait bien pour synthétiser et incarner tous les éléments dont on a parlé jusque-là, que vous nous présentiez un ou deux itinéraires d'intellectuels ou de militants, un peu au concret. Alors, j'ai déjà évoqué la figure de Théodore Berg. Il était un artisan né au sud de la France, sud-ouest de la France, et dans un milieu très populaire. Et du coup, il s'est rapproché aux idées socialistes dans le milieu où il travaillait. Et ensuite, il est passé à Paris pour participer à la Révolution de 1848. Et cette expérience lui a beaucoup marqué. Et après, il s'est dit, après la Révolution échouée, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et il décide de partir en voyage en Amérique du Sud. Et il passe par le nord du Chili au début des années 60, avant de s'installer pendant quelques années à Lima, où il essaye d'installer une sorte d'association aussi des travailleurs. Il commence aussi à publier un journal pour la communauté française au Pérou. Et ensuite, il passe à vivre chez les indigènes dans la Sierra. Et c'est là où il commence à rédiger ses mémoires qui ont été trouvées par un archiviste dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Figeac. Et c'est vraiment étonnant de voir que Théodore Berg, il a écrit
13 volumes en parlant de toute sa trajectoire et toutes les choses qu'il a fait en France et aussi en Amérique du Sud. Parce que ce qui est intéressant et que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il revient en France dans un moment pour participer à la Commune de Paris. Et ensuite, il part à nouveau en Amérique du Sud. Donc c'est une trajectoire transatlantique très claire qui permettra de connecter dans ma recherche ces deux côtés de l'histoire du socialisme utopique. Alors du coup, on peut faire un grand écart dans le temps. Moi, il y en a un que j'aimerais bien évoquer qui s'appelle Chema Guijarro, qui est un Espagnol qui est né en 1975, qui a fait une licence d'économie et qui a commencé, qui pendant ses études était militant au Parti communiste ou aux Jeunesses communistes espagnoles. Et quelques années, il travaille dans la compagnie de téléphone espagnole. Et au début des années, plutôt 2005, 2006, 2007, il entre en contact avec un groupe qui s'appelle le Centro de Estudios Políticos y Sociales, qui est une fondation qui avait été créée par des universitaires valenciens, au départ plutôt juristes, pour aller travailler en Amérique latine et faire un peu des activités de conseil politique auprès des forces politiques de gauche ou progressistes dans le continent. Et cette fondation espagnole, elle va déployer de plus en plus ses activités à partir du moment où il y a un certain nombre de forces de gauche qui arrivent au pouvoir en Amérique du Sud, et donc notamment au Venezuela, en Équateur, en Bolivie. Il y a pas mal d'Espagnols universitaires, mais pas que, qui vont aller travailler là-bas quelque temps. Et donc dans ce contexte-là, Chema Guijarro, qui n'était pas universitaire, mais qui avait des compétences techniques et méthodologiques particulières Alors lui, il travaille en fait dans les études de marché pour sa compagnie de téléphone, donc il avait une compétence pour les techniques de sondage, etc., etc. Et dans ce cadre-là, il va rejoindre l'émission du CEPS, d'abord au Paraguay, et donc il va travailler sur la campagne électorale de Fernando Lugo en 2007-2008, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il va aller au Salvador, travailler pour le Frente Martí para la Liberación Nacional, le FMLN, qui va aussi avoir un candidat qui arrive à la présidence dans l'année suivante, je crois. Il va travailler un petit peu au Chili, toujours en lien avec le CEPS, donc le Centro de Estudios Políticos y Sociales. Toujours en lien avec le CEPS, il va travailler au Chili pour la candidature de MEO, Marco Enrique Sominami, en 2009, je crois, ou 2009-2010. Et puis, il finit par arriver en Équateur, où il va travailler pour le gouvernement de Rafael Correa. Et en fait, il va s'installer durablement en Équateur, pour le coup. Il va pas simplement faire une campagne, il va commencer à travailler pour le ministère des Affaires étrangères en tant que conseiller sur des questions d'études d'opinion, etc. Et puis progressivement un peu du conseil politique. Donc ça, c'est autour de 2009-2010. Et il va rester en Équateur jusqu'en 2015, finalement. Il va se marier avec une équatorienne. Il va continuer à travailler au ministère des Affaires étrangères, qui est toujours dirigé par un politique qui s'appelle Ricardo Patiño, jusqu'à devenir, lui, espagnol, sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères équatorien, responsable de l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Donc il va acquérir un poste quand même très important dans la haute fonction publique politique en Équateur, alors qu'il est espagnol, même si entre-temps il a acquis la nationalité équatorienne, il est très installé. Et puis, en 2015, alors que Podemos vient d'être créé, au cours d'une tournée latino-américaine, Pablo Iglesias, qui est le grand dirigeant, et Íñigo Errejón, qui est son adjoint à ce moment-là, passe par l'Équateur. Il rencontre Chema Guijarro, donc le personnage dont je suis en train de parler, et en tout cas dans son témoignage à lui, c'est une sorte il y a un déclic qui se fait et il ressent un besoin impérieux de rentrer en Espagne pour participer à la création de cette force politique qui entend bouleverser un peu les manières traditionnelles d'agir des partis de gauche en Europe, avec ce bagage qu'il a acquis dans l'expérience gouvernementale et avec cette idée que c'est bien la gauche qui parle et qui dit qu'on va changer le monde mais qui ne fait rien, il faut agir vraiment et changer vraiment la vie des gens. Alors, un peu avec cette perspective, il rejoint Podemos en Espagne et très rapidement il devient député à un moment où les résultats électoraux de Podemos sont stratosphériques pour une force qui vient juste d'être créée 1 an et demi auparavant. Donc il est élu député en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et il est toujours député aujourd'hui au Cortes en Espagne. Alors il n'est plus membre de Podemos, puisqu'entre-temps, comme d'habitude à gauche, il y a eu des scissions, des querelles. Et donc il est aujourd'hui co-secrétaire général adjoint, co-porte-parole du groupe Sumar, qui est le principal groupe de la gauche de gauche, on va dire, en Espagne, maintenant que Podemos a été un tout petit peu marginalisé, même si l'organisation existe toujours. Donc voilà, une trajectoire très intéressante et vraiment marquante d'un acteur pas forcément très connu entre l'Amérique latine et l'Europe. Et c'est super intéressant, oui, de voir en plus qu'il a circulé dans différents pays, toute l'Amérique latine.
Et à ce propos, enfin, est-ce que du coup, tu repères justement qu'il y a une cohérence de l'Amérique latine en tant qu'unité analytique par rapport à ça? Genre, est-ce qu'ils pensent justement cette conception de manière de faire de la politique propre à l'Amérique latine ou alors, et je ne sais pas si par exemple, du point de vue des partis politiques espagnols, français ou les socialistes français, par exemple, il y a aussi cette pensée de l'Amérique latine en tant qu'unité. Ou alors à l'inverse, est-ce que justement il insiste plutôt sur les spécificités de chaque pays? Comment tu vois ça Moi j'ai l'impression que lui, il s'inscrit vraiment dans cette espèce de panaméricanisme, un peu du rêve de l'unité latino-américaine, comme une entité avec un peu ses intérêts et sa culture propre, avec des figures, je sais pas, Mercedes Sosa, Silvio Rodriguez, c'est un peu des références culturelles partagées dans tout le sous-continent. Je crois que lui, voilà, même s'il a eu un ancrage très particulier avec l'Équateur, hein, ce qu'il me disait, c'est que pour lui, je crois qu'il avait été 3 fois dans toutes les capitales sud-américaines et en Argentine des dizaines et des dizaines de fois. Donc il y avait vraiment un sentiment d'unité latino-américaine dans sa vision, dans sa manière de percevoir le... En sachant qu'il est espagnol à la base, donc oui. C'est vrai que c'est quand même un regard de l'extérieur. Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, c'était ça qu'il mettait en avant quand je m'étais entretenu avec lui. Ok, merci. Je crois que tu avais une autre trajectoire à nous présenter, Christophe. Oui, et en fait, ça va me permettre aussi de connecter un peu avec ce que David a dit tout à l'heure, cette idée, à partir de la question d'Antoine, bien sûr, cette question de comment l'Amérique latine devient aussi un certain élément à penser à cette époque-là, à partir des idées socialistes, parce qu'en fait, l'idée même de l'Amérique latine vient apparaître à cette époque, au milieu du 19e siècle en France, mais la première personne qui l'a utilisée par l'écrit, c'était en fait un Chilien qui s'appelait Francisco Bilbao, et dans une publication intitulée La Iniciativa de l'Amérique en 1856, si je ne me trompe pas. Et ce que c'est intéressant avec la figure de Bilbao, c'est que lui, il était très proche à Lamennais. Bilbao, il est né après l'indépendance du Chili au milieu du 19e siècle. Il devient quelqu'un de très important dans les discussions publiques au Chili. Après, il vient à Paris et il rencontre Lamennais en personne qui commence il établit une relation très personnelle. Lamennais lui disait vous êtes mon fils, Bilbao lui disait vous êtes mon père. C'était un lien très 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 fort. Et à partir de ce moment-là, Bilbao devient aussi un divulgateur de la parole de Lamennais, de la parole du peuple en Amérique du Sud. Il rentre au Chili et il essaye de faire une sorte d'association révolutionnaire très inspirée par la révolution de 1848. Et après ça, il passe au Pérou en tant qu'exilé. Et après, il passe à l'Argentine aussi parce qu'il est exilé encore du Pérou. Donc il devient un vieux très très problématique, révolutionnaire dans un contexte qui est à la fois latino-américain, mais avec un lien très important avec le socialisme français à partir de sa relation avec Lamennais. Et donc je crois que ça va permettre aussi de faire ces liens entre ces deux espaces qui sont très très connectés à cette époque. Une autre question, c'est qu'à la fin du 18e siècle, il y a un parti politique qui s'appelle le Parti ouvrier Francisco Bilbao, qui a été fondé par Luis Emilio Recabarren, qui après c'est le fondateur du Parti communiste du Chili. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment cette figure de Bilbao est reprise à la fin du XVIIIe siècle par quelqu'un qui va être très important pour la diffusion du marxisme ou du socialisme dit scientifique au Chili. Alors pour terminer cet épisode, on va vous demander si vous avez des recommandations culturelles
pour que les auditeurs ou auditrices puissent donc approfondir leurs connaissances sur des sujets plus ou moins en lien avec vos thèmes de recherche. Mais voilà, donc une idée de livre, d'album de musique, de film, tout ce qui vous passe par la tête. Qui veut commencer, David ? Ouais, moi j'ai un livre en tête d'une autrice franco-argentine qui s'appelle Laura Alcoba, qui a publié pas mal de bouquins déjà en français, en langue originale, qui sont plutôt des romans autobiographiques. Et notamment, il y en a un qui s'appelle Les Passagers de l'Anacé, qui est le nom d'un bateau, dans lequel elle raconte une grosse partie du livre est consacrée à raconter son histoire à hauteur d'enfant, comment elle a vécu le militantisme de ses parents, qui étaient des militants révolutionnaires argentins, qui sont allés à Cuba faire des longs séjours d'entraînement, notamment dans des camps d'entraînement militaires proposés dans le cadre de cette idée de on va diffuser la guérilla à travers le continent. Et donc c'est un récit hyper intéressant avec à la fois avec cette vision à la fois à hauteur d'enfant que je trouve très intéressante, qui fait qu'aussi ça s'inscrit beaucoup dans une littérature des enfants de 68 ans ou quelque chose comme ça. Donc il y a un peu des liens qu'on peut faire entre le travail de Laura Alcoba et une autrice comme Virginie Linhart par exemple sur d'autres terrains mais avec des thématiques partagées. Et puis c'est hyper intéressant parce qu'on rencontre plein de personnages un peu je dirais mythiques de l'histoire des mouvements révolutionnaires sud-américains des années 60, 70, enfin latino-américains plus que sud-américains. Merci. Et toi, Cristobal ? J'ai beaucoup cité sur cette recommandation, mais c'est un album, c'est le dernier album de Bad Bunny, le chanteur de reggaeton. Et c'est un album qui vient de sortir il y a quelques semaines, il y a un mois je crois, et qui s'intitule Debí tirar más fotos, j'ai dû faire plus de photos. Et c'est pas pour rigoler, mais c'est vraiment, il y a vraiment un traitement historique dans cet album parce qu'il y a tous les critiques ont dit que il s'agit de l'album le plus politique de Bad Bunny. Il est un chanteur de reggaeton très connu dans tout le monde. Et dans cet album, il parle beaucoup de la relation entre Porto Rico et les États-Unis, la relation coloniale, l'anti-impérialisme et la lutte pour la libération de Porto Rico. Et donc, ce que je trouvais très intéressant de cet album, c'est que sur YouTube, on peut trouver toutes les vidéos avec un texte qui explique un épisode de l'histoire sociale de Puerto Rico. Et tous les textes ont été faits par un historien de Puerto Rico qui s'appelle Jorel Meléndez Vadillo. C'est lui qui a préparé tout la visualisation de ces textes. C'est un historien qui fait de l'histoire sociale, qui travaille aux États-Unis. Et je crois que c'est intéressant de voir un peu le lien, une alliance entre la musique populaire et l'histoire. L'histoire. Donc, c'est un peu la divulgation historique aussi en même temps. C'est ça la recommandation. Merci de finir l'épisode sur Pas mal, cette ouais. excellente recommandation. Je ne peux qu'approuver. Merci Cristobal, merci David d'être venu jusqu'au micro de la Panaméricaine. Vous pouvez retrouver cet épisode sur Spotify, Apple Podcast et plein d'autres plateformes. On est aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Blue Sky, Instagram, Facebook aussi. Et à nous mettre 5 étoiles dès que vous aurez écouté cet épisode. Merci Très beaucoup. bientôt, merci. Au revoir. Merci.